Alors, bonjour à toutes et tous et à ceux qui sont en train d'arriver et bienvenue à ce 11e rendez-vous PEPS et vous de l'association Savoir Pasteur. Alors, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, l'objectif de ces visios, c'est de partager ou de découvrir des expériences concrètes, d'échanger, de questionner autour du partenariat en santé, c'est-à-dire la collaboration entre usagers, patients, proches aidants, professionnels du système de santé à différents endroits du système de santé. Donc aujourd'hui, ça sera le partenariat en éducation thérapeutique du patient. Donc les personnes ressources de l'association pour aujourd'hui, je commence par me présenter, je suis Fabienne Ragazir, je suis une des cofondatrices de l'association et je travaille au centre opérationnel du partenariat en santé de la région Occitanie et je fais aussi de la formation et je fais partie également d'une start-up. Et donc, je laisse la parole à ma collègue depuis le début sur ce projet, Claire Hédon. Bonjour à tous, bienvenue. Claire Hédon, patiente partenaire, formatrice occasionnelle. Et voilà, moi je viens du monde de l'accompagnement en cancérologie et je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. À toi, Charlotte. Bonjour tout le monde. Alors moi je viens co-animer avec les deux compères. J'arrive, c'est ma première. Je suis dans la région rennaise en tant que patiente partenaire et notamment une déficience visuelle. Vous allez le remarquer dans mon comportement. Ça va peut-être vous déranger, mais vous allez comprendre qu'il y a des éléments que je ne perçois pas. Donc peut-être que vous allez avoir besoin de me le dire. N'hésitez pas. Il vous arrivera peut-être d'apercevoir qu'une touffe de cheveux, c'est parce que je tente de repérer mes notes, qui sont trop loin pour moi, ou d'entendre un lecteur d'écran, un petit blou derrière. Moi, ça m'aide à savoir ce qui se passe sur mon écran, même si je tente de le faire taire au mieux. Eh bien, allons-y. Merci Charlotte, merci de nous rejoindre au pied levé puisque tu as remplacé un co-animateur du jour au lendemain. Donc on aura Paul Barreau une prochaine fois. Alors le fonctionnement, ça se fait en 2 temps principaux ou 3 temps. On va commencer par les partages d'expériences qui vont s'enchaîner pendant une demi-heure. Donc on vous demande de bien vouloir éteindre votre micro pendant que d'autres personnes parlent. Vous pouvez utiliser le chat, le panneau de discussion pour poser des questions qui vous viennent au fil des interventions. Et ensuite, quand nos 3 invités, nos 3 contributrices auront parlé, vous pourrez aussi à votre tour prendre la parole pour poser des questions en direct. Voilà. Et puis, on finira par un petit mot de conclusion des intervenantes. Donc, la séance est enregistrée, c'était inscrit sur le formulaire d'inscription. Si vous ne souhaitez pas apparaître, vous pouvez éteindre votre vidéo et mettre un pseudo si vous souhaitez rester anonyme. Donc, les rendez-vous PEPS, ce sont des moments conviviaux et informels où la règle d'or, c'est l'écoute, la bienveillance, l'ouverture d'esprit pour s'inspirer, se motiver autour du partenariat en santé. Donc aujourd'hui, sur le thème intervenir en partenariat en éducation thérapeutique, on a la grande chance d'avoir 3 personnes qui viennent nous présenter leur expérience concrète. Donc c'est d'abord Éléonore de Villars, j'ai oublié de te demander comment on disait, de l'association Lymphosport qui va nous partager son expérience. Et ensuite, ce seront Marie Abgral et Pascal Lambrecht de Bretagne qui coordonnent un programme d'éducation thérapeutique sur la douleur chronique. Donc maintenant, je coupe mon micro et je laisse la main à Éléonore qui va se présenter et présenter son expérience. Avec plaisir. Alors, je vous laisse changer la diapo. Voilà, super. Et bien, on va passer. Voilà. Alors, le partenariat en éducation thérapeutique, je le vis réellement chaque jour grâce à l'institution avec laquelle je collabore. Mais ce partenariat, je le vis comme ça parce qu'il découle forcément de ce que j'ai vécu avant, de par la maladie. Donc, j'ai choisi de commencer ma petite présentation par une mise en lumière de mon parcours
qui influe forcément par la façon, qui va influencer sur la façon dans laquelle je vais vivre cette coopération en éducation thérapeutique. Alors moi, je viens du monde sportif. J'ai fait des études de prof de sport et j'étais très sportive. Il y a une dizaine d'années, un cancer du col de l'utérus est venu m'atteindre et m'en a laissé des séquelles de lymphodème secondaire aux membres inférieurs et au petit bassin. C'est important parce que, comme beaucoup de patients partenaires, sans la maladie, il n'y aurait pas eu d'engagement certainement dans cette voie-là. Après un deuxième cancer, un mélanome. Tout ça fait que, à un moment donné, j'ai plus exercer mon métier et j'ai eu envie de me reconvertir grâce à des rencontres formidables avec des professionnels de santé pendant ces 2 péripéties médicales au sein d'hôpitaux de cancéro. Et j'ai eu envie de redonner un peu tout ce qui m'avait été offert. J'ai passé un premier diplôme universitaire d'éducateur médico-sportif en oncologie. Je me suis dit que c'était déjà une première marche pour accompagner les patients qui étaient atteints des mêmes séquelles que moi après un cancer. Et puis, comme la maladie est venue me rattraper une deuxième fois, je me suis sentie moins professionnelle du sport thérapeutique pour aider les patients, puisque j'étais une nouvelle fois touchée par un cancer. Et je me suis dit, mais en fait, mon vrai moi, c'est peut-être d'être patiente et d'être patiente experte pour accompagner d'autres patients grâce à mon expérience. J'avais moi-même bénéficié d'une éducation thérapeutique plusieurs fois et pour mon lymphodème, et ça m'avait énormément aidé à acquérir de l'autonomie. Donc, je me suis dit, l'éducation thérapeutique, il faut que je me forme, et j'ai eu la chance de passer un diplôme universitaire d'éducation thérapeutique. Et ça a tellement été une révélation que j'ai même continué sur le Master 2 en éducation thérapeutique et puis sur d'autres formations où j'ai eu le plaisir de faire connaissance avec Claire de Savoir Patient. Au gré de cette formation en éducation thérapeutique, j'ai eu la chance de faire plusieurs stages au sein de l'Institut Curie à Paris, qui est spécialisé en oncologie. Et là, j'ai collaboré dans un premier programme qui était douleur du cancer. L'unité transversale d'éducation thérapeutique n'existait pas, n'était pas encore créée il y a 5 ans au sein de l'Institut Curie. Et là, j'ai goûté à l'éducation thérapeutique, à ce que ça pouvait apporter aux autres patients que j'accompagnais. Et j'ai goûté aussi à ce partenariat, à ce travail en collaboration avec des soignants de tout horizon. Et ça m'a vraiment plu. Cet engagement dans l'éducation thérapeutique, elle se fait via l'association Lymphosport, qui établit un partenariat avec les structures dans lesquelles j'interviens, parce que je n'interviens pas que à l'Institut Curie. Et puis, je suis aussi engagée, parce que ça me semblait important, à Imagine, qui est la première association de patientes atteintes de cancer gynécologique et agréée par le ministère de la Santé. De plus, étant touchée par un lymphodème, j'interviens au niveau d'une société savante, au niveau du lymphodème, le partenariat français du lymphodème, et au niveau d'une autre association de patients. Donc, vous voyez, il y a tout ça, il y a à un moment donné la maladie qui vient nous toucher, l'éducation thérapeutique auquel on est confronté en tant que patient, et puis une envie, au gré de rencontres de professionnels de santé, de soi-même, de pouvoir faire des projets et soi-même d'en faire bénéficier les autres patients. On peut passer à la suivante. Voilà. Alors, c'est quoi pour moi intervenir en partenariat en éducation thérapeutique? C'est avant tout faire partie d'une équipe éducative à part entière. L'intégration, c'est hyper important. L'intégration, ça veut dire être intégré à différents niveaux au sein de l'institution, l'Institut Curie, et au sein de l'équipe de l'UTEP dans laquelle je vais intervenir. Ça veut dire que concrètement, depuis le départ, après avoir fait mes stages à l'Institut Curie, j'ai eu la chance de pouvoir participer aux réunions d'équipe du premier programme Déclic,
puis aux réunions de l'UTEP, puis aux réunions de COPIL. Et puis maintenant, au sein de Curie, il y a un comité patient qui s'est mis en place, hein, qui est beaucoup plus large que l'UTEP et que l'éducation thérapeutique, hein, parce qu'il y a des patients qui travaillent dans d'autres domaines à l'Institut Curie. Et donc maintenant, on est consulté pour être force de proposition. Donc ça, c'est important. Après, ce partenariat, il est réel parce que je sens que je parle en mon nom, hein, là, je parle en mon nom durant cette présentation, j'ai vraiment le soutien de l'équipe éducative. Mais avant d'aller plus loin, je vais juste vous rappeler un petit peu ce que c'est l'UTEP de l'Institut Curie. Chaque année, à peu près, ces dernières années, il y a 500 patients qui sont atteints de cancer ou de séquelles de cancer. Alors, il y a une première question, je la prendrai tout à l'heure, j'ai vu. Il y a 500 patients qui sont suivis parce qu'atteints de cancer ou de séquelles de cancer à l'Institut Curie, soit des ateliers en visio ou en présentiel. C'est à peu près 115 ateliers collectifs et à peu près pas loin de 500 ateliers individuels. On a 40 animateurs au sein de l'UTEP. C'est ce qui fait aussi que ce partenariat fonctionne, c'est qu'il y a une multiplicité de profils qui, moi, m'ont permis de piocher un petit peu dans les professionnels de santé que je rencontrais, que ce soit des diètes, des kinés, des infirmières, des médecins, des APA, etc. On est trois patientes partenaires à être intégrées dans ces programmes de l'UTEP. Au sein de l'UTEP, je fais quoi? J'ai créé des ateliers, co-créé des ateliers, parce que c'est toujours de la co-création, co-créer des ateliers. Hein. Par exemple, j'ai co-créé un atelier intimité et sexualité en oncologie. J'ai co-créé un atelier sur le lymphodème. Et puis, j'ai participé au développement des ateliers déjà existants, par exemple sur bouger avec ma douleur du cancer, comment gérer ma fatigue du cancer, etc. C'est des ateliers donc je co-crée, mais que je développe et que je co-anime. Et puis après, ça va plus loin parce qu'il y a vraiment un travail sur l'offre éducative auquel je participe au sein de l'Institut Curie. Je suis désolée, je suis obligée de dire je, mais je suis invitée en mon nom aujourd'hui. Voilà. Excuse-moi, Éléonore, il te reste 2 minutes. Hein. Continue. Ah, il me reste 2 minutes. On va aller très, très vite. On va passer à la suivante, comme c'est ça qui est important. On va passer à la suivante. Alors, les freins, moi, j'en ai pas trouvé à l'Institut Curie, mais quels pourraient être les freins pour d'autres patients dans d'autres structures? Manque de clarté dans les objectifs, des patients qui seraient intégrés comme des patients alibi, une méconnaissance de ce que peut apporter le patient partenaire. Qu'est-ce que c'est qu'un patient partenaire? Des patients qui ne feraient pas de la co-animation avec les soignants. Un manque d'application des patients dans la recherche au sein de l'UTEP. On va passer au levier, on va avoir une super communication évidemment, où on explique aux autres professionnels de santé qu'il y a des patients partenaires qui sont intégrés au sein de l'offre éducative. Bien sûr, des facteurs qui sont liés à qui est le patient partenaire. Ce patient partenaire, il est peut-être formé, il a des valeurs, il a un niveau de connaissance, il a une certaine attitude. Ce patient partenaire, il ne fait pas preuve de tabou et l'équipe éducative non plus. On peut parler de tout, on peut tout présenter. Ce patient partenaire, il participe aussi. Il est intégré, comme à l'Institut Curie, je le suis, à la formation des 40 heures des autres professionnels de l'Institut. On est intégré dans le cursus de formation, on intervient dedans pour les autres professionnels de l'Institut. On intervient aussi en dehors de l'Institut, dans les congrès, dans des projets de recherche, dans des publications scientifiques. On est associé à plein d'autres choses autour de l'Institut. Après, on travaille aussi avec des professionnels qui sont réceptifs à ce partenariat et ça, c'est important. Il me reste combien de temps? Excuse-moi, off, normalement. Il me reste combien de temps? Plus rien normalement, excuse-moi. Et ben voilà, et ben je vous remercie de votre écoute. Ça te va? Je rassure tout le monde, hein, on a encore du temps pour discuter avec Éléonore après. Ça se passera, tu compléteras. Merci Éléonore. Je vous en prie. Et alors, maintenant on donne la parole à Marie et Pascal. Je vous laisse vous présenter vous-même. Ok, on a mis le chrono.
et on a 20 minutes pour vous parler de notre démarche partenariale et on a choisi de le faire ensemble puisqu'elle se base sur le principe que je suis patiente et que Marie est soignante et qu'on travaille ensemble toutes les deux. Donc, on va vous expliquer notre rencontre, comment on a jalonné les choses, comment ça s'est passé avec l'équipe et qu'est-ce qu'on a construit ensemble toutes les deux. Bonjour à tous. Donc voilà, moi je m'appelle Marie Abirac, je suis kiné et donc je coordonne avec Pascal notre programme de TP. On va faire un petit tour d'horizon. Là, on peut passer peut-être à la première diapo. Alors, nous sommes installés, le pôle de santé des Rives du Jarlot, il se situe près de Morlaix, dans le Finistère, dans un territoire semi-rural, on va dire. Et notre maison de santé, c'est une maison de santé pluriprofessionnelle. On est une trentaine de professionnels de santé, chacun dans nos locaux, mais avec une maison médicale centrale. Et puis, on a des systèmes d'information partagés qui font qu'on est quand même organisé en équipe de pôle, même si chacun est dans son lieu propre. Voilà. Avant de mettre en place ce programme d'éducation thérapeutique, je connaissais à peu près rien à la notion de partenariat patient avant de rencontrer Pascal. Donc, ça a été à la fois une découverte de l'éducation thérapeutique et du partenariat patient. Voilà, je pense que c'était le cas pour toute l'équipe. Ouais, et c'est vrai que, alors, moi, j'ai un rapport un petit peu particulier avec cette maison de santé, puisque j'y étais effectivement patiente, une patiente qu'on voyait très peu, hein, et un jour, en fait, la maladie chronique est arrivée dans ma vie. Là, on est fin 2015, début 2016, et d'un coup, je découvre le monde milieu hospitalier, mais je découvre aussi les soignants que je ne côtoyais pas trop en dehors de rendez-vous pour mes enfants. Et au final, moi, je n'ai pas bénéficié d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire que je suis rentrée dans la maladie chronique, ce qui est une sclérose en plaques, de façon… j'étais parachutée dedans et j'ai manqué effectivement de ressources, d'accompagnement, de recul pour pouvoir me projeter, avoir des perspectives. Et ce rôle-là, en fait, il a été pris par ma médecin traitant, par mes kinés, par les infirmières du pôle. Et voilà, là, il y a eu le basculement aussi professionnel qui a fait que j'ai bénéficié d'un licenciement pour inaptitude. La reprise d'études qui a été en 2018 sur un DU d'éducation thérapeutique, puis un master, puis un DU éthique, enfin en même temps. Et tout ça, c'est une démarche qui a été accompagnée, qui a été surveillée par vous. On en parlait régulièrement. Et un jour, de façon assez naturelle, a émergé l'envie de faire quelque chose ensemble. Et là, on est à peu près en 2019. Oui. C'est à peu près ça. Nous, on avait envie de faire un projet où chacun sortait un peu de son rôle habituel de sa profession, qui faisait un petit peu le lien au niveau du pôle, qu'on puisse travailler différemment de ce qu'on se faisait habituellement. Et puis, le TP, voilà, ça cochait à peu près toutes les cases à ce niveau-là. Ça nous permettait de faire des choses différentes, de proposer aussi quelque chose de différent aux patients du pôle. Et puis c'était aussi vraiment naturel, effectivement, que Pascal fasse partie du projet de l'aventure. Et c'était notre guide sur le chemin de l'éducation thérapeutique. Mais c'est vrai que ça a été une rencontre. Je me souviens des premières réunions qu'on a élaborées où on se rencontrait. Moi, je ne connaissais pas Marie. J'en avais entendu parler, je l'avais déjà croisée dans des couloirs, mais pas plus que ça. Et quand on a décidé de se lancer dans cette aventure, ça a été bien un soutien
du pôle ETP 29, donc une structure d'appui à la coordination de programme, qui a fait un petit peu la négociation avec l'ARS pour pouvoir établir une patiente sans association comme coordinatrice. Et en fait, à ce moment-là, il y a eu une petite décision collégiale qui a émergé de dire, bon, ben, ce sera Marie et Pascal qui vont coordonner ça. Donc, on a fait connaissance toutes les deux, et puis on a appris petit à petit, au final, le partenariat, le TP, la douleur chronique, tout ça en même temps. Mais on a effectivement bénéficié de soutien de l'ARS, même si au début, l'appel à projet était un peu vide. C'est ça. C'était un petit peu du flou. On avait une équipe qui n'était pas formée et on connaissait pas grand-chose à l'ETP. On avait un peu une idée de ce qu'on avait envie de faire, mais rien de précis. Donc, quand on a rempli cet appel à projet, on leur a clairement dit qu'on partait de pas grand-chose, mais on savait un petit peu où on voulait aller. Et c'est vrai que là-dessus, ils nous ont donné quand même libre cours, à la fois pour intégrer une patiente comme coordinatrice et puis pour leur proposer uniquement un squelette qu'on puisse après remplir une fois qu'on était tous formés et qu'on avait un peu plus d'idées sur ce qu'on voulait faire précisément dans ce programme. Et c'est vrai qu'en plus de ça, c'était hyper confortable parce que ce squelette-là, on a pu le construire aussi en partenariat. On va vous expliquer aussi un peu plus tard pourquoi. Et en fait, en bilan, là, à l'heure actuelle, Marie, on en est où? Alors, depuis la mise en route du programme, donc janvier 2020, on a pu faire 5 sessions. Donc, c'était 6 ateliers, maintenant c'est 7 ateliers pour un cycle. Et donc, on a pu accueillir à chaque fois en moyenne 6 patients par cycle. Donc, on a trouvé notre rythme de croisière là, malgré le contexte, on a réussi à maintenir le cap. Donc, on est plutôt satisfaite de pouvoir accueillir les patients. Ouais. On peut passer à la diapo suivante, si vous voulez bien. Voilà, la douleur chronique. Pourquoi on s'est attaqué à ça? La douleur, c'était un sujet à la fois très transversal à toutes les professions des personnes qui font partie de l'équipe d'animateurs ETP. Les gens viennent en consultation très régulièrement parce qu'ils ont des douleurs, qu'elles soient chroniques ou pas. C'était quelque chose qui parlait à tout le monde et qui pouvait aussi être présente dans plusieurs pathologies. Donc, c'est vrai que c'était quelque chose d'assez transversal qui pouvait tout à fait coller avec les envies et les attentes des patients du territoire aussi. Voilà, donc on s'est tourné assez naturellement vers le thème de la douleur finalement. Et puis c'était aussi intéressant, moi en tant que patiente, d'explorer, alors c'est un univers que je commençais à connaître vu ma pathologie et vu ce qui se passait aussi dans mon corps. Et mine de rien, on a aussi fait une démarche de formation, d'exploration tous ensemble. Et c'était hyper intéressant de croiser nos différents regards. Vous, en tant que professionnel de santé, les kinés qui sont quand même des maillons essentiels dans la douleur chronique, c'est les personnes qui sont là le plus proche de nous, patients. Et on a pu effectivement partager toutes nos expériences, en chercher d'autres. Et à travers ça, dans l'exploration autour de la douleur, qui est quelque chose aussi, un thème qui met souvent en difficulté aussi les professionnels de santé, on ne va pas se mentir. C'est ça, c'est un thème qui est un peu difficile parce qu'il n'y a pas de solution miracle, on n'a pas de baguette magique et on sait aussi que quand on va accueillir les patients, on ne va pas leur proposer de révolutionner leur vie. C'est vraiment savoir aussi nous trouver notre place en leur vendant pas des choses qu'on ne pourra pas leur offrir, mais essayer d'apporter un petit peu de qualité de vie, des petites choses qui vont
vont être intéressantes sans survendre la chose non plus. C'est ça. C'est ça. Et ça force effectivement un positionnement un peu différent. On est obligé d'être humble face à la douleur chronique, face à ces patients. Et c'est souvent des histoires qui sont des histoires de vie qui sont compliquées. Oui. Ça nous demande aussi de beaucoup parler entre nous, de beaucoup préparer les choses, d'être attentifs les uns aux autres. Et ça, ça renforce aussi les liens ouais. entre toute l'équipe, puisque voilà, on sait qu'on avance dans un sujet qui n'est pas évident. Il y a aussi la notion de prendre plaisir à animer tout ça. C'était pas évident au début. On a dû s'accompagner les uns les autres. C'est ça, pour se lancer dans le grand bain, on était quand même tous novices là-dedans. Voilà, il a fallu faire des binômes, des trinômes, voilà, faire un petit peu des petits tests, on va dire, pour que tout le monde, petit à petit, commence à être à l'aise aussi dans l'animation. On varie les binômes d'animation, ce qui fait que c'est chouette. On a voilà, un petit turnover qui est plutôt sympa aussi de changer de collègues à chaque fois. Et ça permet aussi d'entretenir, je pense, l'esprit d'équipe et l'ambiance collective au sein de l'équipe. Tout à fait. Alors, à l'heure actuelle, sur la douleur chronique, alors jusqu'à présent, on proposait 6 ateliers. Le premier était sur la connaissance de la douleur, sur ce que ça représente. Et c'est aussi un atelier qui servait qui est une dynamique de groupe, une cohésion. On part aussi un petit peu sur un côté poétique, sur de l'art-thérapie. Ensuite, on a l'atelier 2 qui concerne la communication avec les professionnels de santé. Comment aborder les rendez-vous, comment préparer au mieux ces rendez-vous pour ne pas se retrouver parfois frustré dans la communication avec les professionnels de santé. On a changé, maintenant on a un atelier sur les liens sociaux. Comment faire le point sur ces liens sociaux, voir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a comme ressources autour de soi. Est-ce qu'on parle de la douleur aux personnes qui sont autour? Comment on fait avec la douleur pour continuer à entretenir des liens sociaux? Oui, l'atelier 4, 5 et 6 sont des ateliers un peu plus physiques ou pratiques, on va dire. Pratique, ouais. Le 4e atelier est une initiation à l'hypnose et l'auto-hypnose. L'atelier 5, c'est un atelier sur la détente musculaire avec des petites techniques pour s'auto-masser notamment. Et l'atelier 6, c'est une introduction à la sophrologie. Et on conclut sur l'atelier 7. L'atelier 7 qui est sur les traitements. Et justement, on fait émerger, on le met stratégiquement à la fin pour faire émerger que les traitements, vu qu'on est en échec sur les traitements sur la douleur chronique, la plupart du temps, on fait émerger qu'un traitement, c'est ce qu'on va choisir aussi d'investir et d'explorer pour améliorer sa qualité de vie. Donc, voilà, il y a une partie sur les traitements médicamenteux, mais pas que. On peut passer à la diapo suivante, si vous voulez bien. Sur nos moments clés. Alors, il y a eu un grand moment clé dans toute cette aventure, ça a été les formations. Oui. On s'est formé au moment des premiers confinements, ce qui fait qu'on n'avait pas accès aux salles habituelles, mais ça nous a permis de trouver des chouettes lieux pour se former et qui ont été, je pense aussi, une des clés pour justement créer ce lien entre toute l'équipe et que le partenariat prenne vraiment corps, on va dire. Donc voilà, on a fait les 40 heures de formation UTP ensemble et Pascal, qui était déjà formé, a choisi de se former, d'être présente, on va dire, avec nous pour aussi vraiment que les liens se créent dès le début et puis qu'on puisse déjà commencer à réfléchir au programme pendant qu'on se formait. Donc ça, c'était vraiment une première étape, je pense, pour créer ce lien.
Ensuite, il y a eu effectivement le focus group qui a été quelque chose aussi de marquant. Pascal, tu vas nous raconter ça. Parce qu'effectivement, une fois qu'on était formés, de toute façon, tout était bloqué, on était tous confinés. Et on s'est dit que c'était évident qu'on n'allait pas, nous, construire le programme selon notre point de vue. On avait besoin d'aller chercher l'expérience des patients, d'aller chercher aussi leur engagement, d'aller chercher la confrontation de différents regards. Donc, Marie et moi avons réuni une dizaine de patients de tous âges, hommes, femmes, récemment diagnostiqués, des pathologies différentes. On les a réunis et on leur a demandé, expliquez-nous, parlez-nous de votre douleur, de votre quotidien. Et donc, on a assisté à quelque chose qui nous a vraiment confortés. Ça a été, pour nous, là, on s'est dit, bon, ok, il y avait plein de cases qu'on commençait à cocher et se dire, ben voilà, effectivement, les appréhensions qu'on avait, est-ce qu'on devait mélanger les douleurs, les pathologies et tout ça, on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose d'assez magique dans la façon dont les personnes déposaient les choses et puis s'écouter et relancer et que les thématiques, au final, les besoins exprimés, aller vers des sens communs. Donc, on a pu se dégager, effectivement, se conforter certains ateliers. On en a modulé d'autres. On s'est rendu compte qu'on faisait fausse route aussi. Par exemple, on était très confiante sur le fait qu'on allait proposer un atelier sur l'entourage et proposer aux patients de convier leur entourage. Et on s'est rendu compte que beaucoup de patients douloureux chroniques étaient isolés et seuls et que ça allait les mettre en difficulté. Donc, c'était Je me permets juste utile de proposer ça à ce stade. Il nous reste 3 minutes. Marie, il vous reste 2 minutes. Voilà, Oui. 2 minutes. Merci. Oui. Donc, voilà, on est allé explorer ça. Et j'ai perdu le fil. Et donc, oui, ce focus group nous a vraiment permis d'être sûr qu'on était dans le vrai et que ce qu'on allait proposer allait correspondre à ce que les gens recherchaient, en tout cas avaient besoin. Et donc, on a quand même ajusté, oui, voilà, 2-3 ateliers grâce au retour qu'ont pu nous faire les patients, dans un premier temps via ce focus group. Et ensuite, puisqu'après chaque session, on fait un petit bilan avec eux et ça nous permet d'ajuster sur ce qui a fonctionné, ce qui ne fonctionne pas, ce qu'eux attendraient. Et on a pu comme ça enrichir, notamment avec les ateliers d'hypnose, c'est quelque chose qui intéressait pas mal les gens. Et leur proposer aussi la fameuse soirée qu'on a pu faire l'année dernière. Ouais, on est allé, on est un peu sorti du cadre de l'ETP, mais parce que ça s'imposait dans ce qu'on avait envie de vivre avec les patients. Et on est allé proposer effectivement une soirée aux patients dans une salle des fêtes. On a réuni tous les patients depuis les premiers groupes. On leur a proposé d'inviter leur entourage. On a invité tous les professionnels du pôle, même ceux qui ne participent pas, qui ne sont pas animateurs, qui ne sont pas intégrés au projet. On est allé chercher des intervenants au CHU de Brest et on a construit une soirée autour de la douleur chronique, mais c'était pas une soirée douleur, hein, c'était une soirée conviviale. Une soirée conviviale. Donc, la dernière. Pour la dernière, voilà, si on doit résumer en bref, les freins. Le Covid. Voilà, allez. Le Covid, ça a été vraiment plus lui le freinateur. Pour tout le reste, au niveau du partenariat, en tout cas, ça a été quand même excessivement fluide. Oui. Logistique des plannings, c'est-à-dire que pour une équipe, la difficulté MSP, profession libérale, des plannings, il faut réussir à choper tout le monde, à les rassembler dans le même lieu, à choper le matériel. Enfin voilà, il y a une organisation et il faut qu'on soit carré et nous le sommes. Voilà, c'est une vigilance à avoir. Et puis les leviers, ça a été un peu en fil rouge sur tout ce qu'on a évoqué. Donc voilà. Il y a un symbole très fort pour les patients, c'est que eux, ils me voient aussi en tant que patiente intervenir, on leur explique, et je pense que ça envoie aussi un message. Oui, clairement, ça pose un peu les choses et ça libère une certaine appréhension qu'ils pourraient avoir, je pense, au début du programme. Ouais. Et puis notre humour.
Voilà, on l'assume. Bien. Merci pour votre attention. Extra, merci à vous. Ce n'est que le début de notre échange, justement. Merci, merci. Et ben, écoutez, on a reçu beaucoup. Certainement que tous ces retours d'expérience vous font écho, vous réveillent des questions, des besoins d'éclairage. Et ben, n'hésitez pas à nous les formuler de deux façons. Soit vous continuez à vous exprimer dans le chat et Claire sera notre relais, vous relaiera. Soit vous tentez de prendre la parole directement, hein, vous arrêtez votre micro et vous prenez la parole. On verra si ça se bouscule au portillon ou pas. Si ça ne se bouscule pas, prenez directement la parole. Oui, le chat a été bien actif et nourri par les remarques et questions d'Alexandre. Alors, je vais le laisser synthétiser. C'était surtout pour Éléonore. Vas-y, Alexandre. Ouais, je voulais en profiter une fois pour ne pas parler. Et là, tu vois, j'ai utilisé le chat. Je pense que Léonore a déjà partagé. Je me pose toujours la question, c'est rare de voir des endroits où on a autant d'animateurs et autant d'activités en ETP. Donc, je trouvais ça intéressant parce que dans plusieurs cas, je me suis retrouvé où il y a des professionnels qui s'étaient formés à l'ETP, ils voulaient faire de l'ETP, mais ils n'étaient pas encore super chaud à le faire avec des patients, étonnamment, hein, on peut dire qu'il y a peut-être des cases. Mais de ce fait-là, ils avaient besoin de leur zone où déjà, ils expérimentaient l'ETP à leur façon. À leur façon, voulant dire déjà eux-mêmes, voir s'ils étaient compétents pour ça. Et de ce fait-là, des fois, quand il n'y avait que 2 activités d'ETP, qu'on dit les 2, on va les faire avec des patients intervenants, bah, c'était comme si faire 2 degrés de complexité, alors que là, quand il y en a, je projetais, quand il y en a plusieurs, c'est comme s'ils peuvent quand même expérimenter tout seuls pour les rassurer, voir s'ils ont les compétences, qu'est-ce que c'est que cette patente, etc., tout en faisant la moitié, un tiers, une partie avec des patients intervenants, et donc que ça puisse limiter une partie des tensions qui, moi, dans certaines équipes que j'ai vues, les empêchaient d'aller là-dedans. Alors, tout en mentionnant en passage hein, que pour moi, ce n'est pas un état de fait et que ça doit mener, ça doit être une première étape vers après une implication, à mon avis, systématique selon les sujets. Mais en tout cas, qu'il y ait autant d'activités, je trouvais ça déjà, impressionnant. Et 2, ça augmente l'opportunité de pouvoir faire des expérimentations sur certaines activités en particulier et avec certains animateurs en particulier, même si tout le monde n'embarque pas d'un coup, quoi. Au moins, on a la chance de pouvoir le faire à grande échelle. Puis après, elle a juste rajouté pour les facteurs clés de succès, je la laisse y répondre peut-être avec plus de matière, plus de détails, mais c'est pas si courant que ça. Enfin, dans le DU, sur le partenariat entre Rennes et Brest, là, on a du mal, dans les sessions de formation, à venir toucher exactement ce que j'ai posé comme question à Éléonore, c'est qu'est-ce qui fait que dans certains cas, on a le goût d'inviter la patiente intervenante et dans d'autres cas, on ne le fera pas. C'est quoi les compétences réelles en contexte qui fait qu'on arrive à créer un canal de confiance avec, et que des fois, c'est ce qui est difficile à grasper, à saisir. Il y en a qui l'ont naturellement, puis ils savent très bien tisser des relations de confiance, et puis c'est leur façon de fonctionner, et d'autres, ils ne l'ont pas, mais quand ils ne l'ont pas, tu l'acquiers comment? Et donc, c'est pour ça que j'essaye de essayer d'amener Éléonore à essayer d'expliciter si à partir de son expérience, elle a identifié des choses qui ont aidé les professionnels à lui faire confiance et à l'inviter dans des endroits où ils n'ont pas forcément envie ou obligation à le faire. Enfin, pas obligation, envie, c'était un... Alors, Alexandre, je vais essayer de tout répondre. C'est déjà la responsable de la future UTEP, le médecin qui dirigeait le premier programme de TP à Curie. Je l'avais associé à à mon parcours universitaire autour de l'ETP. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle est venue, quand j'ai eu à soutenir mon projet de master, etc., je l'ai toujours associée, toujours invitée. Quand je faisais des petits travaux de recherche, je lui envoyais, etc. Premièrement. Deuxièmement, cette médecin croit dans ce partenariat patient. Ça lui parle intrinsèquement. Et donc, forcément, pour ces équipes de la future UTEP qu'elle a montée, elle a forcément mis ça au cœur du projet de l'UTEP. Après, c'est pas mal à l'Institut Curie. L'équipe qui collabore avec l'UTEP, les 40 intervenants qui collaborent avec l'UTEP régulièrement, sont plutôt jeunes, donc plutôt ouverts à ce partenariat, plutôt sensibilisés à ça. Après, beaucoup ont fait, je le marquais, des formations au sein de l'Université des patients à Paris de Catherine Tourette-Turgis. Donc, c'est un peu le discours qui est porté par l'UDP aussi. Donc ça, c'est des facteurs qui font que collaborer avec un patient,
au sein de l'UTEP, ça ne leur fait pas forcément peur. Et en tant que patient, on est associé aux réunions d'équipe, aux copiles de l'UTEP, etc. Donc, on est dans les boucles des mails, on est vraiment dans l'équipe. Voilà. Le fait d'avoir un badge avec le truc orange de Curie, avec marqué patient partenaire UTEP, le même que le badge des soignants, ça fait beaucoup aussi. Non, je te dis ça parce que, genre, si je prends l'UTEP des HCL, c'est juste même pas imaginable pour les personnes qui sont responsables d'UTEP d'inviter les patients intervenants en copile. Ça rentre zéro dans l'imaginaire. Donc, c'est pas commun, en fait. Ouais, il y a même eu du plus. J'ai été associée à l'écriture d'articles de recherche sur le TP au sein de l'UTEP. On a co-signé des articles et je fais partie d'une équipe de recherche sur un projet EPRI, Déclic EPRI, autour de douleurs du cancer, un projet qu'on duplique sur d'autres centres, un projet de recherche. Et moi, je suis chargée de tout ce qui est place du patient partenaire au sein des futurs projets. Voilà, donc je suis même associée sur des choses de recherche. C'est une volonté de la médecin de l'UTEP. Voilà. Et il y a une chose importante dont je n'ai pas parlé, c'est que j'ai le plaisir d'avoir embarqué des soignants de l'UTEP dans la co-formation. J'interviens au sein d'IFSI, j'interviens dans le DU et master de TP. J'ai la chance maintenant de les avoir embarqués avec moi pour participer à ces formations avec moi. Voilà. Tu as la chance ou ils ont la chance? On s'est bien trouvé, je pense. Oui, moi ce que j'entends aussi, c'est que peut-être qu'il y avait un terreau. Tu parlais de cette professionnelle, cette médecin qui était très très volontaire. Peut-être qu'aux HCL, le terreau il est encore en train de se former. Alors que comment ce terreau il s'est formé à Curie? Peut-être qu'il est établi depuis un peu plus longtemps. Il y a des histoires de tempo, je ne sais pas. Peut-être aussi que Marie et Pascal peuvent en parler, même si là, il y a un programme. Vous disiez, Marie et Pascal, il y a pas de... Vous ne vous connaissiez pas. Comment vous êtes lancés comme ça, ensemble, en duo de coordination? Vous avez senti quelque chose. Il y a eu un début, une phase où c'était un petit peu un mariage forcé, quelque part. Et je pense qu'au début, on a un petit peu établi nos domaines. Ouais. Je m'occupais des patients et Marie s'occupait de la relation avec la partie, oui, c'est ça. Interaction avec l'équipe, voilà. Ouais, on avait un petit peu... au début. On avait un petit peu réparti les tâches, on va dire, par ce qu'on connaissait le mieux, probablement. On a fait un contrat de mariage au début. Clairement. Et puis après, on a fait une communauté de biens. C'est ça. Parce que, en fait, très naturellement, la façon dont nous deux, on s'est rencontrés et on a commencé à travailler ensemble, à prendre des décisions ensemble de coordination, de formation. On a proposé des choses aux équipes et elles ont vu aussi que ça matchait bien. Et en fait, petit à petit, il y a eu un amalgame. On n'a plus besoin de séparer. Moi, j'ai eu plus de confiance pour aussi aller vers les professionnels de santé. Marie, elle travaillait de toute façon avec les patients, donc pour elle, c'était quand même très naturel d'aller vers les patients. Mais par rapport à l'ETP, elle m'a apporté le pas vers les professionnels de santé et je lui ai peut-être apporté le pas vers l'ETP. Et en fait, des patients de façon différente de ce qu'on fait habituellement aussi, clairement. Et ça, en fait, ça a contaminé le reste de l'équipe, tout simplement. Il y a eu un effet de ce qui se passait dans notre petit microcosme, au final, il s'est diffusé au sein de l'équipe qui nous observait et qui rentrait dans cette aventure-là aussi, qui nous suivait. On leur a proposé des choses un peu folles aussi. On allait se former chez les gendarmes. On a fait des trucs un peu hors des murs, tout comme la soirée douleur dont on parle. C'est pas habituel de mettre à la même table des professionnels du pôle, des patients, leurs familles, que personne ne sache qui est qui. On les mettait par équipe. Et en fait, ils étaient obligés de jouer ensemble à des quiz. C'est ça, mais je pense que globalement, on ne sait pas, enfin, autant dans le cadre que dans la forme, on ne s'est mis pas beaucoup de barrières. Du coup, ça donne des choses un peu fun et voilà, ça crée aussi de la cohésion.
Oui, quand on commence à élaborer des idées, Marie et moi, en général, on ne se met pas de limites. J'entends là que le pas de côté permet une créativité et permet un terrain de rencontre qui s'équilibre ou qui, par le déséquilibre, se rééquilibre et aide à installer un terrain de confiance. Il y a la notion aussi de sortir des murs. Et c'est ce qu'on a fait quand on s'est formés ensemble. On est allé dans un autre cadre. On n'était pas sur le territoire du pôle de santé. On n'était pas dans un univers familier, ni pour les uns ni pour les autres. Et mettre aussi cette notion-là dans le facteur rencontre, ben, ça a été effectivement une super recette de se dire on va tous ailleurs, Ouais, on se met en tous terrain neutre. en terrain neutre, mais bienveillant, hein, c'était sympa. Et on apprend ensemble. Et ça a été un facteur favorisant. Il y a des questions pour vous dans le chat. Ouais, Ouais. que je ne vais pas pouvoir lire. Donc, c'est Fabienne, hein, je te laisse prendre la parole sur la question des statuts. Avec ton micro, Fabienne. Alors, vous m'entendez? Avec le téléphone, du coup, c'est plus compliqué. Oui, donc je me permets de reposer la question à l'oral parce que pour l'enregistrement, sinon on ne voit pas ce qui se passe dans le chat. Je demandais à Éléonore dans un premier temps quel était le statut des 3 patients partenaires qui font partie de l'UTEP de Curie et combien de temps représentait leur activité. Et d'autre part, je voulais savoir s'il y avait aussi des proches aidants dans les équipes. Alors, pour le moment, notre statut est bénévole. Tout ça est en réflexion au sein de l'Institut Curie. Voilà, ça pourrait être amené à changer. Il y a une nouvelle direction depuis peu. Moi, j'ai la chance d'avoir une bourse de recherche en plus. Voilà, mais ça, c'est indépendant par rapport à mon partenariat au sein de l'UTAP. Voilà. Après, est-ce qu'il y a des proches aidants? Non, il n'y en a pas encore. Mais on réfléchit à un atelier pour les conjoints sur la sexualité, donc il pourrait y en avoir concernant cet atelier-là, évidemment. Voilà. Et le nombre d'ateliers à l'année, ça a été très bouleversé par le Covid. Ça peut être 30, hein, ça a été 30, ça dépend un petit peu. En fait, il n'y en a pas pendant l'été, donc ça dépend un petit peu. Puis après, il y a de la préparation pas mal entre les ateliers pour voilà, retravailler le scénario de l'atelier et après en débriefing, etc. Voilà. Merci. Donc, du coup, 30 ateliers, enfin 30 occurrences d'ateliers et combien d'ateliers différents? Ou alors 30 ateliers différents? Alors, moi, j'anime 4 ateliers différents. Voilà. D'accord, 4 types d'ateliers. Merci. Ah, dis donc, quel boulot. Merci pour les réponses. Et ah non, il y a Karim. Du coup, Karim, je te laisse la main si tu veux rebondir là-dessus. Je poserai des questions plus tard. Oui, bonjour tout le monde. Moi, j'allais poser une question dans le chat, mais je vais à Éléonore et je vais peut-être la poser à tout le monde. Je voulais savoir, dans la mesure où elle avait formé des professionnels de santé à l'ETP, si elle avait pu collaborer derrière avec eux pour voir un peu quels étaient les écarts éventuels entre la formation où on est dans un espace bienveillant, il y a de la motivation, et puis après la réalité sur le terrain où on est pris par le service. Et voilà, donc si elle avait pu constater éventuellement des écarts, des choses à réajuster aussi dans la formation, une espèce de cercle d'amélioration continue, ou pas. Voilà. Alors ça, c'est une bonne question. J'ai eu la chance de former des infirmières que j'ai eues après, avec lesquelles j'ai co-animé. Je me permets pas de juger la façon dont elles co-animent l'atelier, mais en revanche, chacun a une fiche de co-évaluation qu'on remplit après l'atelier et qu'on renvoie. Donc j'imagine si elles ont senti que il y avait eu une problématique par rapport à l'animation, par rapport aux patients ou par rapport à la co-animation, elle l'aurait mis, mais moi, je ne me sens pas suffisamment
légitime pour juger de ça. Voilà. Fabienne, tu avais aussi, merci Éléonore, tu avais une question pour Marie et Pascal. Je te laisse reprendre la parole. Alors, moi, je suis toujours très pratico-pratique dans le concret. Comment est-ce que vous co-coordonnez vous avez une mission de co-coordination du programme, donc est-ce que tout est fait en commun ou bien est-ce que vous répartissez des tâches et si oui, comment? Et un frein que j'entends souvent de la part des professionnels de santé quand on parle de travailler avec des patients partenaires, c'est la fameuse question de la confidentialité et de la responsabilité. Donc, est-ce que Pascal, tu as accès au dossier patient et si oui, comment? Alors, non, je n'ai pas accès au dossier patient. Par contre, quand on a établi avec l'ARS le projet, j'ai signé une charte de confidentialité, comme tous les membres de l'équipe, tout le principe même de l'ETP. Et effectivement, on est plusieurs non-professionnels de santé dans le programme. Il y a aussi une assistante sociale, il y a aussi une coordonnatrice administrative de pôle qui s'est formée. Donc, on est potentiellement 3 personnes à ne pas avoir accès au dossier patient, ce qui n'est absolument pas grave, puisqu'en fait, quand on réalise les bilans éducatifs partagés, de toute façon, ce sont effectivement des informations confidentielles, mais vu que nous sommes soumises toutes et que nous avons toutes signé une charte, on s'y Astreint. Et c'est vrai que de toute façon, c'est notre base. On voit, à part le professionnel qui a en charge le soin du patient habituellement, même les autres professionnels, on ne va pas chercher plus loin dans le dossier patient que ce que le patient est d'accord de nous dire lors du BEP. C'est vraiment ce sur quoi on se base. Donc finalement, cette histoire de dossier patient n'est très peu un problème puisqu'on va uniquement se baser de ce qu'il a eu envie de nous raconter à ce moment-là lors du premier entretien. Comment on coordonne? Et comment on coordonne? On fait tout ensemble. Ouais, globalement, maintenant, de toute façon, voilà, on se check mutuellement dès qu'il y a une décision à prendre, un mail envoyé ou quelque chose comme ça. Après, on se prend des temps, on fait des points d'étape régulièrement, toutes les deux. On est très souvent, quand il y a des programmes en fait qui sont déroulés, on sait où est-ce qu'il en est, où est le matériel. On s'assure que les professionnels, les animateurs aient accès à tout. On les appelle, on se répartit. Oui, c'est ça. Après, c'est aussi en fonction de nos différentes dispos. On est plus ou moins flexible en fonction des créneaux horaires, tout ça, mais c'est globalement assez collégial. D'accord, merci. Un vrai travail d'équipe. Et alors du coup, je me permets, tant que j'ai la parole, une dernière question. Pour l'évaluation, comment est-ce que vous procédez? Pour l'évaluation du programme, comment vous faites? Alors, il y a la dimension bilan formalisé après le passage des 7 ateliers. Donc ça, c'est déjà une chose. Mais on s'est servi aussi de notre petite soirée à distance qu'on va refaire parce que ça nous permet d'avoir, pour certains patients, on est quasiment 1 an après. Et là, on refait un point avec eux où on fait remonter des verbatims. On a aussi quelques grilles, indicateurs plus formalisés. Mais ce qui va nous intéresser, effectivement, c'est comment ils vivent. Et puis déjà, est-ce qu'ils ont envie de revenir nous voir et faire émerger aussi des nouveaux ateliers. C'est ça, c'est à la fois, juste après, quelques temps à court terme, on va dire, après les ateliers, leur propre retour. Et puis cette soirée permet d'avoir un retour un petit peu plus loin sur ce que ça a modifié des petites choses et qu'est-ce qu'ils aimeraient éventuellement réaborder avec nous. Et puis, du côté des animateurs, après chaque atelier, on se fait un petit compte-rendu, un petit débrief de comment eux aussi se sont sentis sur l'animation de l'atelier. Est-ce qu'il y a des choses
avec lesquels ils ne sont pas confortables et qu'on doit modifier sur le conducteur pour les sessions suivantes. Voilà, on a plusieurs niveaux, on va dire, de patients avec les différents professionnels. Oui, et puis voilà, certains patients, effectivement, étant en soins avec les membres du groupe d'animation, on a aussi un petit fil rouge sur, si on se voit entre deux ateliers, ils nous touchent un petit mot sur comment ils ont trouvé l'atelier de la semaine précédente. Et voilà, on a aussi des retours plus informels comme ça. Ouais, merci beaucoup. Et du coup, en complément, je pense, en prolongement de ça, il y a Marianne Lucas qui voulait poser une question. Je pense qu'elle est dans ce prolongement-là. Marianne, si tu veux prendre la parole. Bonjour, merci à tous, hein, c'est très intéressant. Je suis arrivée un petit peu en retard, mais je n'ai pas vu l'heure. Et ma question, c'était ça, parce que je n'ai pas vu le début, donc je ne sais pas comment les patients arrivent vers ces ateliers ETP. Est-ce qu'ils sont orientés vers des médecins, un pôle de soins, je crois, qu'est-ce que c'est ça? Et y a-t-il, c'est ça ma question, c'est y a-t-il des retours vers leurs soignants, leurs médecins de famille? Comment se passe le lien à nouveau avec le médecin? C'est eux qui font le lien? Est-ce que… Voilà ma question. Suis-je claire? Alors, quand on fait le premier entretien, le bilan initial, on va dire éducatif, on leur laisse le choix d'informer le médecin traitant ou pas. La plupart du temps, c'est quand même un des médecins du pôle, donc qui est au courant en général du recrutement du patient. Certains choisissent on a une documentation avec voilà, un courrier pour adresser au médecin traitant qu'on leur propose d'envoyer ou non, s'ils ne le souhaitent pas, ce n'est pas obligatoire, mais certains choisissent de donner eux-mêmes et d'en parler eux-mêmes au médecin traitant, et certains préfèrent que ce soit nous qui le fassions. Donc voilà, il y a les deux cas. Donc ça, c'est pour l'entrée dans le programme. Et après le programme, après le bilan, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de retour systématique, on va dire. Quand c'est les médecins du pôle, effectivement, on échange en général à l'oral, plutôt de façon informelle sur comment ça s'est passé. Et après, globalement, quasiment systématiquement, par contre, les patients choisissent de raconter un petit peu comment s'est passé le programme pour eux et qu'est-ce que ça a pu leur apporter, on va dire, plutôt dans les consultations classiques, on va dire, avec leur médecin. Et puis, la soirée douleur de fin d'année, c'est aussi, on présente le bilan annuel de notre programme. C'est-à-dire, en toute transparence, on donne les évaluations, on explique ce qui s'est passé sur l'année et les médecins sont invités. Ils peuvent venir voir exactement ce qu'on fait et comprendre aussi. Donc, ce lien-là, on le crée. Alors, on ne l'a fait qu'une fois pour l'instant parce que c'est tout nouveau, mais on va le refaire. Bravo. Et puis, j'ai une question qui m'échappe juste. Ah oui, je peux penser que ça fait boule de neige aussi, que d'autres patients ont vu cette dynamique qui existe dans vos groupes, et vous l'avez bien évoqué avec vos collègues de proximité, à qui vous avez donné envie aussi. Parce que quand ça fonctionne, quand c'est joyeux, quand c'est original, ça développe la motivation chez les autres. Mais en fait, le vrai mot motivation, c'est le plaisir aussi, surtout. Et donc ça donne envie. Et est-ce que c'est aussi une bonne publicité pour d'autres patients? Est-ce qu'ils ont compris, rencontré d'autres patients et que ça va justement donner sens, que ce soit un patient qui ait vécu avec vous cette ETP, qui peut s'en parler à d'autres sans être effrayé au départ, parce que être éduqué, c'est un mot qu'on ne comprend pas toujours. Mais voilà, c'était ma question qui me revient là. Oui, je pense que c'est clairement le cas. Alors voilà, plusieurs personnes ont gardé des liens après le programme, ils se revoient, ils se font des cafés, des marches, pas mal de choses qui se passent à ce niveau-là après. Et puis effectivement, moi je l'ai vécu au cabinet, des patients qui effectivement en général ont rendez-vous à peu près aux mêmes heures et qui au bout de quelques semaines se connaissaient. Il y avait un patient qui avait assisté à une des sessions précédentes, on en parlait un petit peu comme ça dans la pièce, un petit peu le gymnase où tout le monde travaille
un petit peu en même temps et souvent les conversations se lient à ce moment-là. Et là-dessus, il y a un des messieurs qui participe à la session actuelle qui me demande: bon, alors Marie, c'en est où votre programme? Est-ce que vous n'avez pas une petite place pour moi? Parce que le fait d'en avoir à nouveau entendu parler, ça lui avait pour le coup donné envie de passer le pas et de venir, alors que c'est quelqu'un qui est plutôt, je sais pas, renfrogné, je sais pas si c'est le mot, mais voilà, on avait dû suffisamment l'appâter pour qu'il ait envie de venir avec nous. Merci, ça donne envie, hein, vraiment. Hein. Et votre sourire et vos visages rayonnants, c'est visible. Merci à tout le monde. J'avais envie de... Excusez-moi, vous voulez continuer? Pascal et... Non. Je voulais voir si, Éléonore, toi, tu voulais compléter par rapport à ces deux éléments, évaluation et effet boule de neige. Alors, sur l'évaluation quadriennale, ça, c'est l'équipe de coordination de l'UTEP qui s'en occupe. Donc ça, moi, je ne m'en occupe pas, en tout cas, dans ce programme-là. J'interviens juste dans l'évaluation de l'atelier où on demande aux patients, à la fin de l'atelier, de remplir leur fiche d'évaluation, bien évidemment. Et puis, nous, ce qui est très important, c'est qu'on s'auto-évalue en tant que patient animateur ou en tant que professionnel animateur et que toutes ces évaluations, après, on en discute en staff de l'UTEP et ça nous amène à modifier, par exemple, le contenu d'un atelier, les outils qu'on utilise ou à développer un nouvel atelier au sein du programme parce qu'il manquait quelque chose. Donc, c'est vraiment très important. Ça peut aussi, cette auto-évaluation, peut aussi nous permettre de retravailler notre posture. Je sais que ma posture en tant que patient, elle m'interroge beaucoup. Qu'est-ce que quelquefois je vais livrer au patient? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je ne vais pas dire, etc. Je sais que 14h02, je surveille. Dans un atelier bouger avec la douleur où j'ai pas mal de patientes qui ont peur de bouger après des cancers du sein, dans le fait qu'elles pourraient déclencher un lymphodème du bras. Eh bien, dans ma posture de patiente et d'éducateur médico-sportif, il y a certains ateliers où je vais dire que j'ai un lymphodème que j'ai déclenché après mon cancer. D'autres fois, je ne vais pas le dire. Je vais très peu parler de mon vécu de patiente pour ne pas induire des peurs par rapport au mouvement. Donc, cette auto-évaluation à la fin de l'atelier me permet de réanalyser comment je me suis placée. C'est très important. Merci, Éléonore. J'avais une petite question. Ouais, vas-y, justement. Mais ça sort un petit peu. Je voudrais revenir, moi, sur le statut. Fabienne, tout à l'heure, a interrogé Éléonore par rapport à son statut. Et j'aurais aimé avoir le pendant par rapport à Pascal. Est-ce qu'elle, dans son activité de coordinatrice, de co-coordinatrice, elle est aussi bénévole ou il y a autre chose? Et ensuite, avant que tu répondes, il y a eu aussi une question dans le chat par rapport à l'importance de la formation. Alors, c'est Lisa qui l'a posée, qui est partie maintenant, donc je préfère laisser la priorité à d'autres questions aux personnes présentes. Mais si à un moment vous voulez aborder ce thème-là, on a encore une petite demi-heure, donc on est large. Alors, concernant mon statut, sur la mission de coordination, tout ce qui concerne l'ETP, je suis rémunérée par l'ARS, comme n'importe quel professionnel du pôle de santé. Après, voilà, ça fait partie en fait de l'appel à projet qui avait été validé. Maintenant, ça a changé, les lignes de dépôt de programme ne sont plus les mêmes, mais nous, on était juste encore avant, donc sur un appel à projet. Donc voilà, on a une partie coordination, on a une partie animation. C'est pareil pour tous ceux qui interviennent, qui sont formés, qui s'investissent. À ce niveau-là, c'est très transparent. Et puis, pour le reste, sur mes activités de formatrice en ETP ou à la fac ou tout le reste, pareil, il y a de la rémunération. Ça n'a jamais été… voilà. Après, j'en fais ce que je veux, c'est-à-dire que je peux choisir de la voir ou pas. Mon statut fait que c'est un peu complexe, mais en tout cas, il y a une reconnaissance financière de mon investissement. Et c'est ça qui est important. Alors, je vais rebondir sur ce que dit Pascal.
Moi, quand j'interviens en tant que formatrice, là, je suis bien évidemment rémunérée. Pas au sein de l'UTEP parce que voilà, c'est que le début du partenariat patient. Pascal, tu es salarié quand tu interviens en coordination? C'est une mission. C'est une mission, d'accord. Donc tu as une structure à côté, d'accord, très bien. Je suis rattachée au pôle de santé. En fait, on a fait un rattachement sur le pôle de santé qui permet effectivement que j'ai un statut et que je pourrais facturer mes heures. Donc, pour être clair, tu as une structure en micro-entreprise qui te permet de facturer à l'ARS ou à l'UTEP par ce biais-là. D'accord. OK. Merci. Une autre question qui est apparue, qui est… Ça y est, m'a échappé, je ne la vois pas, Claire. Est-ce que tu Alors, peux la question de Marianne par rapport à savoir si vous aviez proposé, je pense que ça s'adresse aux trois intervenantes, si vous aviez proposé des ateliers à distance pendant la période sanitaire, crise sanitaire. Éléonore, tu commences? Oui. Alors, pendant la période du Covid, en fait, on a mis un petit peu de temps à s'adapter. Mais en tout cas, pendant 1 an, tous les ateliers ont été faits en visio, donc à distance. On a eu à peu près 115 ou 120 ateliers en visio, donc c'est énorme l'offre éducative. Et il a fallu réécrire en fait tous les scénarios des ateliers pour la visio. Et adapter les outils, donc avec des outils numériques comme Woodclap, etc. Alors, Claire, mais c'est l'usine. Curie est une grosse machine. Curie est une grosse machine avec énormément de patients, énormément de besoins. Et donc, il a fallu réécrire tous les ateliers. Ça a été un petit peu compliqué d'être formée. Moi, je suis patiente partenaire, je ne travaille pas à Curie. Donc, par exemple, maîtriser toutes les subtilités de Teams ou les subtilités de Woodclap, etc. Quand j'étais décentralisée de l'Institut Curie, ça n'a pas forcément été évident, mais on s'est réparti les tâches en co-animation. Une animatrice qui s'occupait plutôt de l'interface technique, de partager les documents, etc. Et moi qui m'occupais plutôt de l'animation, voilà. Bravo en tout cas, parce que c'est assez impressionnant, effectivement. Pascal, vous deux, vous avez pu? On est impressionnés par Éléonore, mais on ne s'est pas lancé dans les ateliers à distance. Nous, on est allé chercher des dérogations pour avoir le droit de maintenir des ateliers en présentiel. Donc, on est allé négocier avec succès. Voilà, on a mis des plus petits groupes et puis voilà, avec l'accord et de la municipalité et de la DGS, ils nous ont autorisé à poursuivre les ateliers dans le contexte sanitaire. Et puis en fait, on a commencé… oui, ça aurait été les premiers ateliers. Voilà, l'année 2020, quand c'était vraiment les confinements, on était occupés à se former, on n'avait pas encore lancé le programme. Et à propos de la visio, il y a des ateliers en fait qui marchent plus en visio qu'en présentiel. Tout ce qui est thématique autour de la sexualité et de l'intimité, les patientes se livrent beaucoup plus facilement quand elles sont chez elles, ancrées dans leur quotidien, avec leur environnement, quand l'horaire est bien choisi, évidemment, quand il n'y a pas des enfants qui sont autour. Ça a été plus facile. Les ateliers ont eu beaucoup de succès. On a eu une file active plus importante qu'en présentiel. Bravo, c'est tout aussi impressionnant, l'une ou l'autre. Des façons de faire, je trouve que c'était très judicieux de tenter de conserver en présentiel ces ateliers qui touchent à quelque chose d'assez fort pour les personnes, et encore plus pendant ce moment qui était compliqué pour tout le monde. Alors, avez-vous dans notre public des éléments que vous souhaiteriez partager ou d'autres questions? Parce que sinon, moi, je serais assez curieuse, effectivement, de la question de Lisa par rapport à… Alors, je vais la reprendre, l'apport de la formation. Elle faisait un comparatif parce qu'elle vient de Suisse. Elle disait, en France, la formation ETP est obligatoire,
Mais je vois que la majorité des patients partenaires se forment à des DU. Cela rassure les professionnels. Selon vous, peut-on quand même être patient partenaire sans passer par une formation de compétences? Et en quoi cela vous a aidé dans votre propre parcours de patiente partenaire? Donc, Éléonore et Pascal. Alors, moi, il me semble important d'être formé, que ça soit par un 40 heures de TP ou peut-être par une formation universitaire. Ça dépend aussi de la volonté de ce patient qui va s'impliquer, de pourquoi il le fait. Voilà, du niveau d'expertise qu'on a envie d'acquérir. Je fais de la formation par ailleurs dans ce domaine-là, donc c'était nécessaire que je me forme, voilà, à ce sujet-là. Ça permet aussi de mieux comprendre de quoi il s'agit quand on intervient avec les professionnels de santé, de rejoindre un peu le cœur de leur métier. Donc ça, il me semble que c'est important. Voilà. Après, c'est pas du tout obligatoire. Il y a des patients qui interviennent sans être formés en ETP. Pardon, Marianne, j'ai compris aussi en lisant il y a récemment que comment je vais dire, les règles, c'est pas le mot que je veux utiliser, mais qui décrivent aussi les programmes ETP, décrivent qu'un patient partenaire non formé à l'ETP peut intervenir accompagné, c'est ça. Il peut être il doit être accompagné d'une personne qualifiée, enfin qualifiée en tout cas, qui a au moins les 40 heures dans les programmes de TP. C'est ce que j'ai lu récemment dans une description des projets de TP. Je reprends, parce qu'un patient partenaire non formé aux 40 heures de TP minimum peut intervenir dans un programme s'il est accompagné d'une personne ou d'un autre patient partenaire formé aux 40 heures minimum. C'est ma lecture récente. Merci Marianne. Est-ce que Pascal ou d'autres patients partenaires ici, là, dans l'Assemblée, auraient envie de compléter ces partages? Je reprends la parole. Ah pardon, je vous laisse la parole. Non, allez-y, Marie. Oui, je voulais témoigner. Je suis patiente intervenante aussi et patient ressource aussi auprès d'un groupe de malades qui sont atteints de dystonie. Et c'est une maladie les personnes à qui on annonce un diagnostic et à la limite, voilà, et on demande le prix de la consultation et au revoir. Il n'y a pas du tout d'accompagnement. Même pas d'accompagnement psychologique, social, enfin bref, rien du tout. Donc, mon projet reste un petit peu sous-jacent parce que je rencontre, moi, les difficultés à mobiliser des soignants à s'investir dans la réalisation d'un programme de TP. Et ils sont super compétents dans leur métier et connaisseurs de la dystonie. Et je dois les convaincre à au moins suivre leurs 40 heures de formation de TP. Et ça, je ne sais pas par quel bout tourner. Et donc, ça c'est un frein, en tout cas, trouver quelqu'un qui soit aussi… parce que là, il y a un médecin qui va être à la retraite, qui a aussi un regard bienveillant aussi sur les patients et qui est connaisseur aussi dans les trucs, astuces, tous les besoins aussi du patient. Et je ne sais pas comment je vais lui faire accéder à cette formation. Voilà, ça c'est une question. Et puis je peux aussi vous dire qu'avec plaisir, je suis aussi patiente partenaire auprès d'un IFSI et IFSA et j'ai participé au co-engineering de l'inclusion de la formation à l'ETP pour les élèves infirmiers, infirmières, les étudiants infirmiers, infirmières de l'IFSI. Et puis, ce programme aussi se co-construit actuellement avec l'IFSA, l'Institut Formation des aides-soignants. Oui, c'est ça. Et c'est un vrai plaisir. En tant que… moi, ça a redonné du sens à ma vie de pouvoir, d'avoir découvert le TP. Et puis, ça me rend active. Enfin, bon, et oui, c'est ça, du vrai plaisir. C'est comme ça a été
une résilience. Je sais que ce mot est galvaudé, mais c'est une réalité, quoi. Ça fait que je suis restée debout et que ce que j'apprends de moi-même, j'ai beaucoup de plaisir, tout le temps, beaucoup de plaisir à partager avec d'autres patients ou en tout cas avec les d'autres soignants aussi, qui, très étonnamment, quand je suis en consultation, s'arrêtent, s'assoient et écoutent ce que je suis en train de dire sur le vécu du patient. Ça, c'est peut-être ce qui me scotche le plus. Ils sont apprenants de ce qu'évoque le patient. Donc ça, c'est vraiment toute la partie cachée de l'iceberg de la maladie. Et d'autres qui restent totalement étanches. Hein. Non, ne me parlez pas non, les effets secondaires, non, c'est pas ce que je vous demande. Dites-moi, c'est mieux ou moins bien qu'avant? C'est tout. Et mais madame, vous avez un beau chapeau. Mais je dis, mais monsieur, madame, ce n'est pas une option, c'est une nécessité, ce n'est pas une option. Voilà, donc on trouve des grandes variantes. Merci de m'avoir écouté. Marianne, je continue et je veux rebondir avec Éléonore qui disait toucher mon vrai moi. C'est dans tes premiers mots tout à l'heure. Je viens presque d'entendre ça chez toi, Marianne, il me semble. Comment finalement on partage, parce que là, je parle aussi en tant que patiente partenaire, hein, comment on partage ce qui nous a fait nous déplacer et comment on l'offre. C'est pas un peu ça que tu viens de nous dire, hein, et comment Pascal, Éléonore, vous l'offrez dans ce que vous avez mené en ETP. Et ça dérange ou pas vos collègues soignants? Non, il n'y a pas un peu de ça? Vincent comme question. Hein. Tu vas, Éléonore? Forcément, tout ça va nourrir notre pratique de patient partenaire. Après, ce qui est important, c'est de savoir comment on vient chercher ce qu'on a à l'intérieur de soi pour le mettre au service de cette offre ETP. On n'est que des maillons de la chaîne et on n'est pas là. Alors, même si, in fine, cette participation à un programme d'ETP peut nous sauver la peau, voilà, peut nous aider à mieux vivre nos séquelles et notre douleur et notre maladie chronique. Ce n'est pas la finalité de notre participation au programme d'ETP. La finalité de notre participation au programme d'ETP, ce n'est pas nous, c'est les patients qu'on va accompagner et les soignants avec qui on va essayer d'améliorer, on va essayer de les aider. Voilà. En fait, nous, on va en se retirer beaucoup de bénéfices, mais ce n'est pas la finalité. Voilà. Ça, c'est important. Mais c'est un terreau, un sacré terreau. Oui, mais c'est important. Je pense que moi, en tout cas, je le dis comme ça, je ne le fais pas pour moi. Ce n'est pas mon moteur principal. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Pascal? Je me posais pas mal la question, effectivement, c'est compliqué parce que la formation, je suis en train de m'embourber là. Attendez, je vais rassembler, me former, m'interroger sur ma place en ETP, sur ma légitimité. Tout ça a été hyper compliqué et j'avoue qu'il y a eu une période, j'étais formée, tout était sur des rails et tout ça, et c'est là que j'ai vécu une sorte d'effondrement. C'est super d'être formé, c'est super de savoir de quoi on parle, c'est super d'être entouré de gens enthousiasmants, de faire des projets et tout ça. Mais il y a aussi des doutes, il y a aussi des moments de vulnérabilité, il y a aussi des moments où il y a des failles parce que on se présente de façon sociétale sur la base de notre plus grosse vulnérabilité qui nous a fait basculer.
Et ça, c'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver. Je pense que même si on fait des formations et qu'on est OK, on a réfléchi, on a du recul, de temps en temps, ça nous revient, en tout cas pour moi, c'est le cas, de temps en temps, ça revient. Et c'est quelque chose que je partage, que je discute, que j'aime bien faire émerger aussi. Et je trouve que c'est aussi important de le faire, de le poser avec les soignants. En plus de ça, dans toute cette petite équipe-là qu'on forme, moi j'ai mon médecin traitant, qui est ma plus grande partenaire de vie, parce que c'est la chef d'orchestre de tous les spécialistes qui gravitent autour de moi. J'ai ma kiné, qui est celle qui me prépare toutes les semaines, que je vois beaucoup. Et il s'agit aussi de réussir à pas cloisonner, mais trouver un équilibre entre les moments de soins où je suis patiente et je reste patiente, je reste dans ma place de patiente et je permets aussi aux professionnels d'être dans son rôle. Il y a le travail en ETP et il y a aussi d'autres projets où on est collègues. Voilà, il y a tout un mélange. Ça a été des fois un peu plus acrobatique. On a dû remettre les choses à plat et en parler. Et là, je crois qu'on est arrivé à un bon équilibre. Mais oui, c'est ça, c'est quand même de l'ajustement permanent, on va dire. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un équilibre à trouver, que chacun reste à sa place, on va dire, et sache enlever une casquette pour en remettre une autre. Et ces choses-là doivent être exprimées. Enfin, en tout cas, je dis pas, il faut, en tout cas pour moi, c'est important que on en parle là. Parce que, en fait, les glissements, c'est des choses qui arrivent des fois facilement. Voilà, basiquement, sur une consultation, je prends des consultations de soins, et ben pendant ces temps-là, on ne parle pas du reste, on ne met pas en perspective. Voilà, c'est pas mettre les choses bien en place, être clair sur ses objectifs, les formuler, formuler ses attentes. Marie et moi, dans notre rôle de coordination, on sait ce que l'une et l'autre fait, comment on se complète, et on sait où est-ce qu'on s'attend au final. C'est ça. Et puis, il faut aussi en parler au bon moment et au bon endroit. Ouais. Clairement. Ouais, bon moment, bon endroit. Je ne sais pas si je réponds vraiment. Je suis un peu partie, j'ai fait une digression, mais... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, là. Excusez-moi. Écoutez, le temps a filé. Peut-être que là... Karim avait envie de dire quelque chose, mais je pense qu'effectivement, ce sera la dernière intervention pour ce soir, mais voilà, pour cet après-midi. Karim ? Oui, je savais plus ce que je voulais dire. Non, mais c'est bon. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Pascal il y a juste à l'instant. Effectivement, c'est complexe parfois souvent, de changer de casquette, d'arriver dans un service avec un statut de simple patient qui vient en consultation, de se retrouver dans la salle d'attente, alors que les 10 autres fois, on arrive et puis on va directement en salle de réunion, on va dire bonjour à tout le monde. Et c'est assez complexe de pouvoir, à un moment donné, se redire, finalement, je suis un simple patient. J'ai la chance, moi, d'animer un atelier ETP, entre autres, dans une pathologie qui n'est pas la mienne. Et c'est vraiment un confort parce que le personnel d'équipe ne me connaît pas en tant que soignant. Donc, on ne parle jamais de ma pathologie et je suis un intervenant ou un membre de l'équipe. Et ça, c'est un confort, dont j'apprécie à sa juste valeur la chance. Voilà mon petit mot pour rebondir sur ce qu'a dit Pascal. Si, voilà. La transition est faite. Vous êtes invités, Marie, Pascal et Léonore, à nous amener votre dernier mot, l'essentiel. Je donne la parole à Léonore. Tu as une minute, une bonne minute. Alors, plaisir.
Je me sens comme chez moi dans cette équipe éducative. J'ai du plaisir à travailler avec eux. J'ai mon premier atelier qui reprend en présentiel la semaine prochaine. Je suis hyper contente. J'ai du plaisir à travailler avec elles. Vraiment, avec elles toutes. Voilà. Merci à tous ces professionnels de santé qui donnent la main aux patients. Merci à toi aussi, Éléonore. Tu nous as tendu une main. Bah ouais. On se disait avec Marie, non mais c'est un excellent mot de la fin. Nous, on est ravis d'avoir fait ta connaissance, Éléonore. Je trouve que c'est voilà, au moins cette rencontre nous aura permis de s'entendre en vrai. Et ça, c'est super chouette. Clairement. Et puis, merci pour ces partages. Je trouve que ça a été génial d'entendre aussi dans les participants des gens qui ont eu envie de partager. Voilà, ça nous a fait vraiment plaisir qu'il y ait eu ces échanges-là et on a été ravis de vous présenter notre partenariat. Merci beaucoup. Marie, tu veux peut-être juste ajouter quelque chose? J'ai pas grand-chose de plus qui me vient en tête, mais c'est vrai que c'est super enrichissant de pouvoir avoir les expériences un petit peu de chacun sur ce domaine-là et de voir qu'il y a tellement plus à faire. Et en tout cas, que voilà, on dirait que ça fait le mot plaisir, je pense, est super important. Et voilà, c'est vraiment enrichissant de pouvoir comme ça entrevoir des liens différents. C'est chouette. Bah, à notre tour, voilà, toutes les trois, j'avais un peu lâché, à notre tour de vous remercier toutes les trois pour la richesse de vos partages, du temps que vous avez pris pour préparer ces interventions, de l'attention que vous y avez portée, de vos réponses aux questions qui ont été posées, voilà, d'avoir répondu. Merci à toutes les personnes qui sont venues en direct pour participer, pour contribuer, pour partager, réfléchir. Merci encore une fois, Charlotte, de ta participation au pied levé pour coanimer ce que tu as fait d'une main de maître. Merci, Pierre, pour ta participation toujours indispensable. Et donc, je vais laisser la parole à Claire pour conclure sur la partie évaluation, à la fois dans le chat et pour vous dire au revoir. Et quant à moi, je vous dis à dans un mois sur le sujet rendez-vous PEPS, des expériences, des trajectoires personnelles sur le partenariat en santé en francophonie cette fois, donc dans d'autres pays que la France, mais qui parlent français. À bientôt. Merci à tous. Et donc, si vous voulez nous aider à co-construire ces rendez-vous PEPS en nous donnant vos idées, en nous disant ce qui vous a plu, pas plu, pour qu'on continue à fonctionner au plus près de ce qui est nécessaire. Donc, j'ai mis des liens à la fois pour vos retours, pour vous inscrire pour les prochains. Et si vous voulez rejoindre l'association, l'Institut Savoir Patient, il y a aussi un lien. Ça nous aide beaucoup. Voilà, bonne fin de journée à vous. Merci Charlotte de nous avoir rejoints toi aussi. Et à tous, une bonne fin d'après-midi, un bon week-end. Alors, on vous laisse quitter la salle et on reste ensemble, nous, quelques minutes supplémentaires entre co-animateurs. À bientôt tout le monde. Au revoir, merci.